La RDC est agressée dans sa partie Est. Madame, Messieurs, vous le savez que la République démocratique du Congo est sur tout le front diplomatique, mais aussi les héros, bien sûr, les vaillants soldats et les Wazalendo qui continuent à se battre dans la partie Est pour protéger, bien sûr, l'intégrité nationale. Info 7 de ce dimanche a le plaisir de recevoir pour vous le député national Francis Tchibalabala. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro qui va mettre l'accent sur la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC parce que les regards de toute tendance sont fixés vers l'Est de la RDC où il y a déjà des morts, des déplacés et aussi plusieurs blessés. Bonsoir. Bonsoir, madame. Francis Tchibalabala, je disais, vous êtes député national, élu de la Tchangou. En effet. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Meilleurs vœux à nos électeurs ainsi qu'à tous les personnels des Congo Web Télévision. Merci et une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que chaque fois que vous pensez m'inviter, je fais toujours acte de présence et pour moi c'est un motif de fierté. Ça prouve que nos analyses sont reçues par l'opinion et même au sein de votre chaîne de télévision. Alors, la RDC est agressée. C'est vrai que cette guerre dure depuis plusieurs décennies, mais cette fois-ci, ça a débordé et certaines personnes estiment qu'on a l'impression de revivre ce qu'on a vécu en 2012. C'est vrai? Voilà, je crois que nous sommes dans une situation où nous sommes en train de faire du surplace, c'est ce que je voulais dire. Cette situation a commencé il y a plus de 3 décennies, ça il faut le reconnaître, ça fait plus de 30 ans que cette partie de la République est en proie à une violence inouïe. Et je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est pratiquement ce qu'on a vécu il y a plusieurs années auparavant. Et le président de la République, lorsqu'il a pris ses quartiers au palais de la Nation, il a promis à son peuple de pacifier cette partie de la République. C'est ce qui est en train d'être fait. Il a posé des actes extérieurs qui ont accompagné justement cette promesse à la nation. Il a commencé par les volets diplomatiques. Tous savons que cette partie qui est en proie à la violence, aux différents groupes armés, à la rébellion, etc., ces groupes, cette nébuleuse M23 et consorts, sont pratiquement les bras séculiers du Rwanda. Donc c'est le Rwanda qui est en train d'entretenir ces groupes armés, qui est en train de les équiper en munitions, en armes et en militaires. C'est le Rwanda qui est en train de financer justement le M23. Et il fallait absolument sympathiser avec Kagame, sympathiser avec le Rwanda, réchauffer nos relations diplomatiques. Et après les réchauffements des relations diplomatiques, le chef de l'État s'est rendu compte que Kagame était de très mauvaise foi. Il veut que la situation puisse continuer à empirer dans cette partie parce que tous savons que les motivations sont non seulement économiques, mais il y a aussi une intention expansionnisme de la part de Kagame. Il veut récupérer cette partie de l'Est et non seulement il a commencé par l'option ou à mettre sur la table l'option diplomatique, mais il y a aussi l'option militaire. Nous sommes en train de nous battre justement pour que cette intégrité soit protégée, mais aussi pour que la paix revienne complètement dans cette partie. Alors, vous l'avez dit tantôt, Félix Tshisekedi avait sympathisé avec Kagame et c'est ce qu'une frange de l'opposition est en train de lui reprocher. La situation qui a dégénéré, cette violence qui a conduit à des morts encore de plus dans cette partie de l'Est et à l'opposition qui tient comme pour responsable Félix-Antoine Tshisekedi. Non, mais écoutez, nous ne devons pas vivre en champ de faïence. Nous sommes un pays qui a 9 voisins et nous ne pouvons pas faire la magie pour que nous puissions déplacer notre pays, pour qu'on ne soit plus voisin du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, etc. Les présidents de la République, quand je vous ai dit lors de l'entame de mon propos, il a commencé par sympathiser, ça veut dire réchauffer les relations diplomatiques. Vous savez, beaucoup de guerres se sont tues, beaucoup d'armes se sont tues, beaucoup de guerres se sont arrêtées grâce justement à ces volets diplomatiques.
le président avait levé cette option-là, mais après il s'est rendu compte qu'en face, il y avait quelqu'un qui était animé d'une très mauvaise foi, qui ne voyait pas les choses comme lui. C'est comme ça que nous avons aussi utilisé le langage qu'il entend, c'est-à-dire la voie militaire. Donc nos forces armées sont en train de se battre. Le président de la République a investi des moyens colossaux dans notre armée pour que non seulement elle soit redoutable, elle soit compétitive, mais aussi elle puisse non seulement bouter hors de nos territoires, hors de nos frontières, la nébuleuse du M23 avec son parrain le Rwanda, mais aussi la mission consignée justement ou confiée à nos forces armées et était aussi non seulement, comme je l'ai dit ici, de bouter tous ces groupes armés, mais aussi de pacifier cette partie de la République pour que nos populations puissent quand même vivre paisiblement, vaquer paisiblement à leurs occupations. Je crois que nous sommes sur cette option-là. Et il s'agit d'une guerre, parce que d'aucuns vont dire que voilà, depuis que nous avons commencé, il n'y a que des tueries, oui, on ne fait que perdre des territoires, etc. On fait que perdre des territoires. Il s'agit d'une guerre, bien entendu. Nous savons quand ça commence, nous ne savons pas quand ça va se terminer. Vous pouvez aujourd'hui essuyer des revers ou des échecs, et demain, gagner du terrain, conquérir ou reconquérir des territoires occupés. Mais c'est quand même inquiétant lorsque les dégâts sont toujours enregistrés du côté de la RDC, et c'est à peine qu'on a enregistré moins de 10 mots du côté du Rwanda. Justement, je crois qu'il s'agit d'une guerre. Il n'y a pas que des FARDC, il n'y a pas que les populations civiles congolaises qui sont en train de tomber. Donc il s'agit d'une guerre. Il y a aussi des pertes énormes. D'ailleurs, c'est plus prononcé du côté de Rwandais, parce que ce n'est un secret pour personne. Ce sont des militaires rwandais qui sont en train de se battre aux côtés de certains compatriotes congolais qui sont achetés pour des intérêts mercantiles, tout simplement, et qui sont en train de combattre leur propre pays. Donc, il y a des pertes en vies humaines du côté de Rwandais, du côté du M23. Comme je l'ai dit, c'est une guerre. Ils ont une avance peut-être parce qu'ils sont en train de récupérer certains territoires, certains villages, certaines villes, ce qui est évident, mais il en demeure pas moins que nous aussi, nous sommes en train de nous préparer. Le chef de l'État, lors de son adresse, il a bien dit que il y a une réponse que nous allons adresser justement à ces mouvements rebelles. Il y a des gens qui estiment que la RDC est plus dans des promesses, dans des paroles, alors que non, mais écoutez, la guerre a commencé, bien sûr, vous l'aviez dit depuis. Donc la République démocratique du Congo pouvait bien se préparer pour ne pas faire face à la situation actuelle. Non, ça, ce sont des voix qui s'élèvent pour le dire. Effectivement, ça c'est mal connaître l'historicité de la situation que nous traversons dans cette partie de la République. Comme je l'ai dit tantôt ici, que c'est une situation qui perdure depuis plus de 3 décennies. Une situation que le président de la République a hérité, bien entendu. Le président a fait des propositions par rapport à l'issue pacifique de cette situation. Mais en face, il y a eu une certaine malhonnêteté de la part de notre voisin Paul Kagame, qui avait des velléités, comme je vous ai dit, expansionnisme. Il a aussi des intérêts économiques parce qu'il profite de ces zones de non-droit que lui a créées avec son armée pour faire main basse sur nos ressources. Tous avions suivi les contrats ou l'accord que l'Union européenne avait signé avec Kagame pour la vente de matières premières qui se trouvent dans cette partie de la République, alors que Kagame n'a pas ses ressources. Ça ne se trouve pas au Rwanda, en RDC. Donc, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts expansionnistes, hein, et je crois que nous, face à ces réalités-là, nous allons aussi, mais nous sommes aussi en train de trouver une thérapie qui puisse résoudre définitivement cette situation. Et nous sommes sur la voie et diplomatique et militaire. Je crois que ça va porter ses fruits. Si notre armée n'était pas vent debout contre cette agression injuste, peut-être que le M23 ou le Rwanda et ses supplétifs du M23 seraient déjà à Kinshasa.
Donc, ils sont en train de rencontrer aussi une forte résistance de nos forces armées. Oui, il faut saluer quand même ils enregistrent des pertes en vies humaines. C'est l'occasion pour moi d'encourager nos forces armées et le Wazalendo qui se battent au prix de leur vie, bien entendu, pour défendre l'intégrité de nos territoires, pour défendre notre pays. Et je crois qu'ils méritent non seulement de la reconnaissance de toute la population congolaise, mais aussi une certaine gratification en termes des soldes, en termes des primes, etc. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, au prix de leur vie, je crois que si vous n'avez pas les Congos comme colonne vertébrale, si vous n'avez pas les Congos comme étant la seule patrie qui est viscéralement attachée à vous, vous n'accepterez pas de payer de votre vie pour défendre la cause de ces pays. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à rassurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté c'était justement de s'aimer la terreur, déjà que hier des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma principalement de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou des pillages. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême, parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Kinshasa est paralysé ce mardi 22 janvier 2025. Tentative de saisine complète de la ville de Goma dans le Nord Kivu a poussé ses Kinois au ras-le-bol. Pneus brûlés, plusieurs ambassades, en l'occurrence celle de la France vandalisée. Comme il fallait s'y attendre, certaines agences parrainées par le Rwanda ont été pillées. Une façon pour ces Congolais de démontrer leur mécontentement pour la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors d'une marche pacifique ce même mardi, pour la cause de Goma, le gardien général du courant de la Révolution du Congo a rappelé les Congolais à la prise de conscience. Ce sont des coups de balle, ce sont de la fumigène. C'est pas normal. Nous allons défendre notre pays. Peu importe le prix à payer, nous allons le défendre. Et nous serons là en vie. Nous allons faire de cette nation une grande puissance. Que Dieu protège le Congo. Nous marchons pour défendre notre pays. Pour l'instant, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de majorité. Nous tous, nous devons être là pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. On en a marre. Ça fait plus de 30 ans que le Rwanda est en train de nous agresser. La patrie ou la mort, voilà le slogan qui a donné du sens à la marche de ce jour. De l'avenue Mandela ex-24 novembre en passant par l'ambassade de la Belgique, ces Congolais ne demandent qu'une seule chose aux autorités compétentes, de rompre toute coopération militaire avec les pays membres de l'OTAN. Bongunda Apoyo a saisi l'occasion pour rappeler à tout Congolais sa responsabilité pour la protection de l'intégrité territoriale de son pays, la République démocratique du Congo. Il est temps de prendre des décisions courageuses. Il faut rompre notre coopération avec les traîtres de l'OTAN.
ce sont des gens qui se foutent de nous éperdument. On peut compter des morts, ces gens se moquent. Il est temps de tendre la main à la Russie, il est temps de tendre la main à la Chine, pourquoi pas la Corée du Nord. Au lieu de continuer avec ces aventuriers, nous allons marcher jusqu'à ce que nous puissions exiger la paix. Nous devons avoir la paix, ça fait 30 ans ce tour. Congolais, mobilisons-nous, continuons. Pas de casse s'il vous plaît, pas de pillage. Réclamons, exigeons la rupture de cette coopération et dénonçons l'agression de l'Est de notre pays. À en croire le gardien général du courant de la révolution du Congo, ceci n'est qu'un grand début pour un Congo nouveau, mais surtout vers la prise de conscience populaire à Ranchéri, Bongunda Apouyou. Alors, c'est vrai que la RDC est agressée dans sa partie Est. Francis Chibalabala, vous êtes bien sûr élu, mais vous venez du parti présidentiel, le parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, qui se rappelait le 1er février du Sphinx de Limité. Ça fait 8 ans depuis que le feu Étienne Tshisekedi Lumumba est élu. Effectivement, ça fait 8 ans jour pour jour. Je crois qu'il est décédé, c'était le 1er février 2017. Et nous sommes les 2 aujourd'hui, le 2 février 2025. Donc ça fait 8 ans aujourd'hui que ce personnage emblématique qui a marqué l'histoire politique de notre pays, qui a payé de sa vie, de son temps, de son énergie, pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui, à travers ses idées phares de la démocratie, de l'état de droit, etc., de la liberté des pensées, la liberté d'opinion, etc., et qui était pratiquement le père de ces combats pacifiques. Aujourd'hui, nous voyons l'ancien président de la CENI aller prendre des armes pour renverser les régimes de pouvoir en place, alors que Étienne Tshisekedi a reçu plusieurs propositions dans ce sens, mais il n'a pas voulu verser les sons des Congolais, et il n'a pas voulu lever cette option-là. Il a été sur tous les fronts de manière pacifique pour obtenir aujourd'hui ce que nous avons, la démocratie, des élections démocratiques, etc., les libertés d'expression, les libertés des pensées. Je crois que nous devons nous souvenir, le jour où il est décédé, aussi nous rappeler de son combat pour que nous ne puissions pas nous détourner justement de cette voie, la meilleure d'ailleurs, qui a été toute tracée par lui. Le parti au pouvoir s'est détourné de la vision du Sphinx de Limité. On vous accuse par certains observateurs de fouler aux pieds son slogan « Le peuple d'abord ». Non, mais écoutez, je crois que ce n'est pas le cas. Le président de la République l'a toujours relayé dans ses sorties médiatiques, que le salut du peuple, c'est la loi suprême. C'est cela, en fait, de manière réformée, le peuple d'abord. Donc, les présidents de la République, non, écoutez, madame, la situation de l'Est préoccupe au plus haut point le président de la République. Il s'agit d'une partie de la population. Quand vous voyez les chefs de l'État refuser de négocier avec les 1-23, refuser d'être dans un confort pour conserver le pouvoir, il accepte de payer de sa vie pour l'intégrité territoriale. C'est cela le peuple d'abord. Vous comprenez, le peuple d'abord a plusieurs facettes. Quand vous voyez le président de la République décider la réduction de train de vie des institutions ainsi que de leurs animateurs, c'est ça le peuple d'abord. Le président de la République a décrété la gratuité de l'enseignement, il est en train de construire des routes, il est en train, bien entendu, de pacifier l'Est, de créer des conditions de travail pour ceux qui travaillent, dans cette vision, des bonnes conditions de travail. C'est cela le peuple d'abord. Donc le peuple d'abord a plusieurs facettes, tout dépend de l'optique qui vous intéresse, mais je crois que tout ce qu'il est en train de faire, c'est la population qui est au centre de son action. Alors, une journée qui a été passée donc dans la méditation, contrairement aux années précédentes. Effectivement, parce que, vous savez, il s'agit d'un personnage qui a marqué l'histoire de notre pays. Il fut le président national de mon parti politique et nous n'avons pas voulu, bien entendu, organiser une manifestation, étant donné que nous avons enregistré près de 800 morts,
plus de 2500 blessés. Nous avons perdu pratiquement Goma, une partie de Goma et d'autres territoires. Je crois que l'intérêt suprême doit quand même primer sur un intérêt catégoriel, parce qu'il s'agit d'un ancien président national de l'UDPS, vous comprenez, quoique il a inspiré pratiquement tous les politiques aujourd'hui à travers son combat, les idées qu'il distillait, etc., dans l'opinion, son combat, etc. Mais la situation que nous traversons aujourd'hui a fait que nous puissions observer justement cette journée dans la méditation et trouver de voies et moyens pour régler définitivement la situation que nous vivons dans la partie est de notre pays. Alors Francis Chibalabala, que répondez-vous à ces personnes, surtout les politiques, qui regrettent aujourd'hui le départ du sens de Limete, qui estiment que l'UDPS de ces jours, l'UDPS avec Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC, est un parti différent de celui tenu par le sens de Limete? Non, moi je crois que c'est faire une très mauvaise lecture. Il faut toujours faire le distinguo entre l'UDPS fait privé et la gestion de l'État. Les contraintes que vous rencontrez lorsque vous gérez une boîte à vous, l'UDPS, ne seront pas les mêmes lorsque vous gérez un État. Les présidents de la République ne travaillent pas seulement avec les militants ou les combattants de l'UDPS, ils travaillent avec tous les Congolais. Donc, le plus important, c'est les bénéficiaires de l'action du président de la République. Depuis son premier mandat jusqu'au second qui est en cours, le président ne fait que travailler au profit de la population. Donc, je crois que c'est faire un très mauvais parallèle, ce n'est pas important. Et si les présidents, comme je l'ai dit précédemment, voulaient les pouvoirs pour le pouvoir, il aurait à ce jour négocié avec les 1-23 pour qu'ils soient tranquilles. Aujourd'hui, le 1-23 a revu à la hausse ses ambitions, c'est-à-dire ce n'est plus contrôler la partie Est, c'est d'arriver jusqu'à Kinshasa. Ce sont des intimidations, ce sont des menaces. Si nous avions un président qui n'était pas là pour travailler pour l'intérêt de sa population, pour mettre à exécution les promesses qu'il a faites à notre peuple, notamment de pacifier l'Est de la République, il aurait négocié, il aurait accepté, comme l'avait fait M. Kabila, en son temps. Des gens disent que l'M23 avait été défait, mais non, c'était une paix factice, c'était parce qu'il y a eu des accords signés, et les accords qui profitaient globalement au M23. Nous allons revenir sur ces accords-là. Alors, il y a eu une manifestation qui a été organisée le mardi. Les activités étaient paralysées dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les Congolais de Kinshasa sont descendus dans les rues pour dire non, non, envoyer un message à la communauté internationale qui, selon plusieurs, reste toujours silencieuse face à ces situations dans l'Est de la RDC. Francis Chibalabala, vous êtes élu de Kinshasa, mais on ne vous a pas vu quand même sur le terrain. Et c'est l'inquiétude de plusieurs Congolais qui étaient quand même en direct sur Congo la télévision. Écoutez, madame, je crois que nous, en tant qu'élus, nous avons toujours accompagné le gouvernement, accompagné le chef de l'État, accompagné la population congolaise. L'Est, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a eu une action, une manifestation spontanée au lendemain du carnage qu'il y a eu à Goma. Je crois qu'ici, on doit saluer cet esprit patriotique, excusez-moi, de notre peuple. Et la population aujourd'hui est rangée derrière les présidents de la République, derrière nos FARDC, derrière le Ouazalendo. Cela prouve à suffisance que nous sommes une nation. Cela prouve à suffisance que nous n'avons que le Congo comme étant la patrie. Nous ne pouvons pas accepter que nous soyons les esclaves de Rwandais. Paul Kagame, tout ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, c'est pour annexer justement le Nord Kivu, les Sud Kivu, etc. Et même l'Ouganda aussi. Ils ont ces velléités, expansionnisme. Et je crois que ça, nous ne pouvons pas accepter cela. Là où je condamne, c'est le fait qu'on a investi
La population a investi les ambassades. Je crois que nous sommes régis par le droit international, par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, etc. Et d'ailleurs, j'ai salué la promptitude de notre gouvernement en condamnant juste les minutes après, justement, que les manifestants aient pris d'assaut les locaux des ambassades, cet acte-là, et je crois que c'est ça le plus important. Et nous aussi, de notre côté, en tant qu'élus, nous avons manifesté. C'est vrai que dans cette marée humaine, on ne s'est pas identifié s'il y avait un élu où il n'y en avait pas. Donc nous étions confondus dans la masse, dans la population. Ailleurs, quand même, dans d'autres provinces. Mais au-delà de ça, nous avions... On a vu les élus qui sont descendus Effectivement, ça c'était une action... Au côté du gouverneur, les élus provinciaux, les élus nationaux. C'était une action spontanée. Vous avez suivi, il y a eu des communiqués de partis politiques, des leaders politiques qui avaient programmé de marche. C'est-à-dire que nous aussi, par rapport à la Tchangou, nous avions prévu manifester, investir les rues pour exprimer notre ras-le-bol par rapport à la situation que nous connaissons dans cette partie. Malheureusement, la manifestation de mardi a conduit l'autorité à suspendre toutes les manifestations. Donc, nous sommes des cœurs avec nos compatriotes, nous élus. Nous partageons leur peine, nous partageons la situation qui sont en train de traverser dans cette partie. Et je crois que à la suite de la décision du chef de l'État de réduire les trains de vie des institutions, de réduire les émoluments, etc., ça sera aussi une manière pour nous de contribuer à l'effort de guerre. C'est ça le plus important. C'est ce qui traduit que nous sommes viscéralement attachés à notre pays, que nous sommes des cœurs avec ce qui se passe dans cette partie de la République. Mais est-ce que vous pensez que le message est arrivé à destination de la communauté internationale? Bon, je crois que notre voix s'est fait entendre, la voix des Congolais s'est fait entendre. Il y a eu des déclarations de la part de certains pays membres de l'Union européenne. Il y a eu des déclarations de la part de la SADC, etc., condamnant cette agression rwandaise, parce que mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, il y a toujours des déclarations. Effectivement, nous condamnons la passivité de la communauté internationale dans l'hypothèse où il y aurait, bien entendu, soit des sanctions, un chapelet de sanctions contre Paul Kagame, contre le Rwanda, ce qui n'est pas encore d'actualité à ce jour, mais nous pensons que avec la pression qui va continuer à s'exercer, avec ces décomptes macabres que déplorons tous qui s'est produit à l'Est, donc je crois que ça va quand même faire bouger les lignes, c'est ça le plus important, et nous allons recouvrer une fois pour toutes la paix. Mais au-delà de ça, nos forces armées sont en train de préparer une riposte qui soit à la mesure de cette agression injuste. Je crois que la population doit prendre son mal en patience, doit continuer à soutenir nos FARDC, à soutenir le commandant suprême de nos FARDC, pour que nous puissions, une fois pour toutes, venir à bout justement de cette guerre qu'on nous a imposée par les multinationales, par les puissances occidentales. Et je crois que le bout du tunnel, nous sommes en train de le voir, mais ce n'est pas encore effectif. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine, et nous allons continuer avec les débats autour de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux.
nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya. Au nom de tous les travailleurs de la République démocratique du Congo, l'intersyndicale nationale du Congo et mon syndicat, la CBT, nous lançons un message de félicitations à nos vaillants et combattants soldats, les FARDC et Ouazalem, qui ont fait la fierté de notre pays en défiant Kagame pour faire sauter les rêves de Kagame et démontrer à Kagame que désormais, il n'est plus un mythe. Gisenyi a été atteint et nos soldats ont malgré tout maintenu notre ville de Goma sous contrôle. Et pour cela, nous sommes en train de féliciter tous nos vaillants combattants et demandons au président de la République de mettre les moyens qu'il faut pour que, une fois pour toutes, nos FARDC lavent cette opprobre et cette honte qui a duré pendant plus de 30 ans. En tout cas, félicitations à nos FARDC, soutien au gouvernement de la République et à toutes les institutions que vive la RDC. Alors, Francis Chibalabala, vous avez suivi les conseils de sécurité qui s'étaient réunis pour la deuxième fois, c'était le mardi en urgence. Alors, la question qui traverse l'esprit de plusieurs Congolais de savoir, mais plusieurs réunions d'urgence sont des réponses rapides à la situation dans l'Est, comme ça a été avec la guerre en Ukraine. Quelle est votre analyse de toutes ces réunions du Conseil de sécurité? Vous savez que certains pays occidentaux, certains pays africains sont hypocrites vis-à-vis de la situation que nous connaissons depuis plus de 30 ans. Les problèmes ou les motivations de Kagame et de l'Ouganda sont connus aujourd'hui. Tout le monde en parle. Il faut absolument qu'il y ait des réponses qui soient adaptées justement à ces motivations. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de Kagame comme un agresseur. C'est un problème de l'annexion, comme je l'ai dit, de la partie est de notre pays. C'est un problème de minerais. Kagame profite de cette situation pour faire main basse sur nos richesses. Et je crois que, étant donné que nous avons posé un diagnostic, il faut aussi une thérapie pour régler définitivement la situation. La RDC doit partir avec... La thérapie, elle est claire. Nous avons besoin qu'il y ait, d'un ton ferme, une condamnation de ce qui se passe à l'Est, condamnation du Rwanda. Il faut des mesures, des sanctions. On a suivi, vous avez évoqué la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il y a eu des gels de avoirs, il y a eu des sanctions économiques contre la Russie, etc. Nous voulons qu'il y ait une batterie des sanctions. Je crois que ça va faire reculer Kagame, qui semble narguer la communauté internationale, nonobstant le fait qu'il y a des condamnations en répétition. Et je crois qu'au-delà de ça, comme je l'ai dit, nous devons aussi compter sur nos propres efforts. Vous savez, ce qui est écœurant, c'est que Kagame, d'ailleurs, dernièrement, lorsqu'il est intervenu, il a dit que le M23, c'est une affaire congolo-congolaise, ce qui n'est pas vrai. Vous savez pourquoi il est dit? Parce qu'il y a de marionnettes congolais qui sont à la solde du Rwanda, qui sont à la solde de Kagame, qui font partie du M23, qui sont aux commandes du M23. Mais il n'y a pas que Kagame, parce que Nanga aussi a dit qu'il a ses collaborateurs, même à la présidence de la République. Ces collaborateurs ne sont pas en train de faire du mal au pays, ne sont pas en train de faire tomber les citoyens. Ils travaillent de l'intérieur. Ça, c'est une manière, c'est une stratégie pour créer une fissure au sein de l'union sacrée, au moment où nous avons besoin que nous soyons unis derrière le chef de l'État. C'est une stratégie, je crois que ça n'a pas touché la cible. Nous sommes tous rangés derrière le président de la République, mais par rapport à la situation de l'Est, donc des compatriotes qui ont vendu leur âme pour détruire leur propre pays, pour participer ou mettre à exécution le plan de la balkanisation du Congo. Et je crois que ces gens méritent vraiment une certaine malédiction de la part de tout un peuple
parce qu'ils sont en train de travailler contre leur propre population, contre leur propre pays. Mais... Donc, au-delà du fait qu'il y a la communauté internationale qui doit nous accompagner, nous aussi nous avons nos forces armées qui sont vent debout, nos forces armées qui ont contenu justement cette nébuleuse pendant plusieurs années, qui ont empêché l'M23 à marcher comme s'il y avait un boulevard ouvert pour arriver à Kinshasa, mérite quand même des applaudissements et nous devons soutenir nos forces armées. Mais il y a de voix qui estiment que cette diplomatie a montré quand même ses limites. Non, mais écoutez, nous sommes en Ukraine, on a vu les présidents ukrainiens entre deux avions, on a vu les présidents ukrainiens dans un ballet diplomatique, vous comprenez? Mais est-ce que pour autant, il y a eu cessation des hostilités? Est-ce que pour autant, la Russie s'est retirée de l'Ukraine? Pas du tout. C'est-à-dire, nous avons, comme je vous ai dit, les présidents ont sur la table les deux options diplomatiques et de faire la guerre contre le Rwanda. Et l'option qui va porter ses fruits, je crois qu'elle sera saluée, c'est ça le plus important, parce que nous devons arrêter ces décomptes macabres. Nous avons assez perdu nos frères et sœurs dans cette partie de la République. On ne doit pas continuer à les perdre pour des intérêts économiques qui ne profitent pas au Congo, qui ne profitent pas aux Congolais, qui profitent à Kagame et aux puissances qui les soutiennent. Nous avons suivi lors du Conseil de sécurité où plusieurs fois l'ONU a même affirmé que les M23 sont plus armés contre plus que même l'armée qui est dans la partie est de la République démocratique du Congo. Francis Chibalabala, est-ce que jusqu'à ce jour doit-on continuer à parler du Rwanda comme agresseur de la RDC ou c'est la communauté internationale qui agresse la République démocratique du Congo? Parce que toutes les grandes puissances sont dans cette communauté internationale. Je crois que si vous avez bien suivi mon propos, j'étais quand même limpide. J'ai dit clairement que le Rwanda a son bras armé au Congo, qui est l'M23, son bras séculier. Le Rwanda est soutenu par les puissances étrangères. Il faudra parler de la communauté internationale. En effet, et c'est pourquoi nous interpellons cette même communauté internationale à cesser son soutien au Rwanda, parce que le soutien qu'elle accorde au Rwanda est en train, bien entendu, de créer une situation chaotique dans la partie Est qui risque d'embraser la sous-région, ce qui n'est pas intéressant. Est-ce que si cette communauté internationale aujourd'hui condamnait ou prenait des décisions fermes contre le Rwanda, Kagame va arrêter de continuer à agresser la RDC? C'est pourquoi j'ai dit il y a des déclarations qui sont faites. Parce qu'il y a des condamnations, des déclarations. Et apparemment, c'est du cosmétique. C'est tout simplement pour plaire, bien entendu, à la RDC ou aux Congolais qui sont en train de tomber, qui sont en train de pleurer nuit et jour, pour que cette situation cesse définitivement. Donc, nous voulons d'un ton ferme, nous voulons qu'il y ait des mesures. Au-delà des condamnations, il faut des mesures sanctionnant, rompant par exemple le partenariat qu'il y a entre l'Union européenne et Kagame par rapport à la vente de matières premières, rompons par exemple la location en termes, ce qui se chiffre on a quand même appris qu'il y a des contrats qui sont en termes de plusieurs millions pour renforcer les systèmes de défense rwandais, l'armée rwandaise, etc. Je crois que ce sont des mesures qui vont faire plier Kagame, mais si il faut rester dans la littérature, il va considérer qu'on est en train de les caresser dans le son du poil, et il va poursuivre justement ces plans macabres qu'il a toujours contre notre pays. Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation. Je pense que c'était un discours attendu par les Congolais, mais aussi même au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi était catégorique. Il ne va pas négocier avec le M23. Une position qui lui est reprochée par certaines personnes, notamment dans l'opposition congolaise, où on a vu même Kamitatou, qui est le proche de Moïse Katumbi, dire que Goma est tombé, c'est l'échec de Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, je crois qu'il y a des compatriotes à qui on ne peut même pas prêter notre oreille pour entendre les âneries qu'il raconte. Vous savez, ça prouve déjà que c'est pas un vrai Congolais, il ne maîtrise pas la situation du pays. Il ne maîtrise pas la situation du pays.
ça prouve, je ne suis pas en train d'attester de sa nationalité congolaise ou étrangère, mais ça prouve qu'il ne connaît rien du Congo, ça prouve qu'il ne connaît pas les motivations de nos agresseurs, ça prouve si les Occidentaux eux-mêmes, les Blancs, les Français, etc., sont en train de condamner leurs États. On a vu même Marine Le Pen. Ils sont en train de... Pratiquement tous les politiques aujourd'hui sont contre la situation qu'on nous a imposée dans la partie est du pays, mais il y a un compatriote qui vient rejeter la faute au président de la République. Vous savez, moi je salue et j'apprécie la rhétorique du chef de l'État. Le président de la République a opté pour une rhétorique qui a fait bouger les lignes aujourd'hui, parce qu'avant lui, c'était difficile que la communauté internationale dise clairement que c'est le Rwanda qui est en train d'armer les M23. Donc ça, ce sont le fruit de la diplomatie. De la diplomatie. Et grâce au chef de l'État, aujourd'hui, il y a eu des condamnations à travers le monde contre Kagame. Et je crois que ça l'a quand même déboussolé. C'est comme ça qu'il commence à débiter de choses et même, aller même jusqu'à insulter ses homologues. Je crois que ça prouve à suffisance qu'il est en ballottage vraiment défavorable. Avec beaucoup de pays qui sont contre sa politique. Et ça, c'est les résultats d'un travail acharné, d'un travail de longue haleine du président de la République depuis sa prise de fonction jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ça, nous devons saluer. Vous savez, madame... Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a vraiment amené cette communauté internationale jusqu'au bout. Parce qu'à un moment, même la population congolaise n'était pas d'accord avec lui, la société civile et les autres, mais Félix Tshisekedi était déterminé. Aujourd'hui, a-t-il vraiment amené la communauté internationale jusqu'au bout? Non, mais déjà à travers, quand j'ai dit que la rhétorique a changé, les narratifs ont changé, bien entendu. Donc avant, il les disait à demi-mot, il ne voulait pas reconnaître l'implication rwandaise. Avant, c'était pratiquement la rhétorique de Kagame qui trônait. Kagame justifiait la présence de ses troupes en RDC en évoquant la situation sécuritaire de son pays, que les Hutus qui étaient à la base du génocide se sont réfugiés au Congo et ils sont en train de se réorganiser pour venir attaquer, vous comprenez? Et cette rhétorique n'est plus à l'ordre du jour et grâce au président de la République, tout le monde sait qu'il y a des intérêts expansionnistes, il y a également des intérêts pécuniaires qui sont, ou économiques si vous le voulez, qui sont à la base ou qui constituent la motivation de la présence rwandaise dans notre pays. Donc ça, nous devons saluer cela. Écoutez, madame, ça c'est une parenthèse. Vous savez, moi personnellement, je demande à la population d'être vent debout contre la situation que nous connaissons. Je demande à la population de se ranger derrière le président de la République, parce que pour une fois, nous avons un Congolais, des pères et des mères, un Congolais qui est attaché viscéralement à son pays, qui est à la tête de notre pays et qui a refusé, bien entendu, de négocier directement avec le M23 parce qu'il estime, c'est connu de tous que le M23, comme je l'ai dit, ce sont des marionnettes, c'est les bras armés du Rwanda. En réalité, on doit négocier directement avec le Rwanda et non le M23. Le M23 va vous amener un cahier de charges qui sera pas un cahier de charges qui sera dicté par le Rwanda. Autant négocier directement avec le Rwanda. Mais le Rwanda ne veut pas se retrouver autour d'une table avec la RDC sans le M23. Non, mais écoutez, madame, je vous ai dit ici que tout le monde sait que c'est Kagame. Donc Kagame est en train de se dérober de sa responsabilité. Vous comprenez? Et nous n'allons pas, les chefs de l'État est formel, même s'ils arrivent aux portes de la cité et de l'OIA, il ne va pas revenir sur sa position qui est celle de négocier directement avec Kagame et non avec les Alors, cette question d'un internaute qui se pose la question, mais Joseph Kabila Kabange en 2012 avait négocié avec le M23. Pourquoi Félix Tshisekedi ne veut pas négocier avec le M23? Vous savez la fragilité. Vous savez, hein, une stratégie qui n'a pas porté ses fruits ne peut plus faire l'objet, ne peut pas être remise sur la table. Comment ça, la stratégie n'a pas porté des fruits? Kabila avait négocié avec les M23, le président Kabila, avec les M23, mais est-ce que ça avait réglé ou
où ça réglait définitivement la situation que nous connaissons dans cette partie depuis plus de 30 ans? Non, je réponds tout de suite non. Mais pourquoi doit-on faire, c'est-à-dire utiliser une stratégie qui n'a pas payé? Donc les présidents de la République, sachant que nous sommes en train de faire du surplace, pendant ces temps, nos compatriotes sont en train de tomber, il a catégoriquement refusé de négocier avec quelles sont les revendications des marionnettes. Il a préféré négocier directement avec Kagame. Donc, aujourd'hui, la situation que nous connaissons dans notre armée, c'est pratiquement le fruit de ces genres d'accords signés avec les M23. Donc, notre armée est inféodée, notre armée est infiltrée, et vous avez vous-même suivi comment les militaires, au fond, sont en train de décrier les comportements de ceux qui sont censés les commander. Mais ces gens, pour la plupart, sont le fruit de brassage. Ces gens, pour la plupart, sont en train de servir les intérêts rwandais plutôt que ceux congolais. Donc, doit-on continuer à négocier? Parce qu'ils vont finir par dire, intégrer nos éléments dans les forces armées, laissez-nous le commandement de la partie Est, etc. Est-ce qu'on aurait réglé définitivement le problème ou ça serait juste du cosmétique? Et c'est ce que Félix Tshisekedi ne veut pas. Les brassages, l'intégration. Effectivement. Donc, peu importe ce que ça va... Est-ce que peut-on tenir pour responsable de cette situation Joseph Kabila Kabange qui avait accepté de signer en considérant ces accords avec les M23? Bon, moi je crois que c'était pas bien réfléchi de signer de tels accords avec les étrangers parce que ils ont plus mis en avant leurs intérêts aux dépens des intérêts du pays, aux dépens des Congolais. Donc, ceux qui sont en train de réclamer aujourd'hui, ce sont des accords qu'ils avaient signés avec le président Kabila, que le président Félix refuse en tout Congolais, épris de l'amour de son pays, refuse d'appliquer. Il suffit seulement. Parce que les gens sont en train aujourd'hui de jeter de pierres sur le président de la République en disant que si nous avons, je parle de la personne que vous venez de citer tantôt, si le Goma est tombé, et comme Goma est tombé, la faute revient globalement au président de la République. Mais je rappelle à ces messieurs que si le président Félix Tshisekedi avait accepté de négocier avec les M23, Goma ne serait pas tombé. Vous comprenez? Nous avons besoin d'une solution définitive ou d'une solution palliative qui ne va pas régler foncièrement le problème. Nous avons aujourd'hui besoin d'une solution qui viendra résoudre une solution définitive pour que cette situation ne revienne plus. Doit-on continuer à faire du surplace ou à marcher à reculons ou il faut que nous puissions avancer? Cette partie doit être pacifiée, doit se développer, etc. Des ressources, des mines, de nos minerais doivent profiter à tous les Congolais, à notre pays a été quand même large avec eux pour dire entrer par la grande porte 50-50 et les mêmes aller loin à signer des accords avec le Rwanda. Il y a eu des appels du pied, il y a eu des propositions alléchantes de la part du président. Cela prouve, cela démontre la détermination qu'il avait et la volonté à régler définitivement ce problème. Le problème, il est économique, le problème, il est... c'est un problème de notaire, etc. Entrez par la grande porte. Par exemple, mais pas par rapport au problème de notaire. Par rapport à nos minerais, venez par la grande porte. Nous allons conclure un accord win-win et ça va, qui va vous profiter et nous profiter aussi. Est-ce que pour des intérêts économiques, doit-on tuer des Congolais? Doit-on perdre autant de compatriotes? Je crois que c'est vraiment sadique. Ces carnages doivent s'arrêter définitivement. Alors, on va quand même se rappeler que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mbosso, l'avait dit quitter le groupe armé. Et les Congolais se rappellent de lui lorsqu'ils regardent l'attitude de certains politiques face à la situation sécuritaire, notamment au sein de l'Union sacrée, pour ne pas les citer, la position de Vital Kamerhe, la position de Bahati Lukwebo, Sama Lukonde. Est-ce que vous êtes également inquiet en tant que membre de l'Union sacrée de la nation? Je crois que j'ai suivi quand même les déclarations de certaines personnalités que vous venez de citer, condamnant cette agression. C'est rangeant du côté du président. J'ai quand même suivi, je ne peux pas ici les incriminer tous. Mais vous savez, madame, cette guerre nous a permis quand même de dénicher ceux qui
se passent pour des Congolais, mais en réalité, ils servent des intérêts étrangers. On a vu des interventions, etc. Lorsque M. Nanga, par exemple, il dit qu'à Rutshuru, à Nyiragongo, etc., partout là, il y a la majorité de la population parle le Kinyarwanda. Ça, c'est un message. Vous comprenez? Lorsque M. Bob Kabamba, qui s'est toujours opposé au changement de la Constitution, a dit clairement qu'il est Tutsi et qu'il n'est pas réellement congolais, je crois que les masques sont en train de tomber et c'est la prouve à suffisance que la politique du président de la République est en train de pousser tous ceux qui avaient des intérêts occultes, funestes contre notre pays à se dévoiler. Vous comprenez, madame? Je crois que nous devons nous ranger derrière le président, comme je l'ai dit, il a besoin de notre accompagnement et la population doit coopérer avec les services de renseignement, avec nos FARDC. Lorsque vous constatez qu'il y a des compatriotes, entre guillemets, qui sont plus en train de servir les intérêts étrangers, il faut les dénoncer. Vous comprenez? Donc c'est un travail qui sera fait aujourd'hui, qui sera fait demain, qui sera peut-être s'étendre dans la durée. Parce que, comme vous le savez, il y a des gens aujourd'hui qui occupent des postes importants dans ces pays, qui sont dans les commandements de l'armée, qui sont au sein du gouvernement peut-être, qui sont avec nous à l'Assemblée nationale, mais qui ne sont pas des Congolais. Ils se sont passés pour tels qui sont en train de servir des intérêts. Vous avez raison de dire quitter le groupe armé. Moi, j'ai toujours salué l'approche du président de l'Assemblée nationale, Mwanga Soussou, qui est aujourd'hui en détention. Il était député national au sein de l'Assemblée qui dirigeait le président Bosso. Donc, ils sont nombreux comme ça. Je crois que la population doit être vigilante, doit dénoncer ces personnes qui sont en train de travailler contre notre pays. Alors, quelle est votre réaction face à ce voix qui s'élève pour appeler à la démission de Félix-Antoine Tshisekedi? Ah, vous savez, ce sont des Rwandais. Hein? Vous savez, pour une fois, Kagame a pété les plombs. C'est à cause du président Tshisekedi. Pour une fois, la communauté internationale a changé les narratifs, ça grâce à Félix Tshisekedi. Pour une fois, la communauté internationale est en train de dire clairement que le M23, c'est les bras séculiers, c'est les bras armés du Rwanda, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Et une personne comme ça ne peut pas être aimée par ceux qui sont les proxys du Rwanda. Vous comprenez? Tous ceux qui sont en train d'appeler à la démission du président de la République au motif qu'il a échoué, non. Les raisons avancées ne sont pas des bonnes raisons. Les vraies raisons ou la vraie motivation, c'est que le président de la République est en train de constituer un grand obstacle pour leur plan funeste contre notre pays. Et voilà, ils vont exiger son départ. Ils vont même plus loin, chercher sa tête, parce que les présidents de la République... Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi constitue un danger. Un grand danger pour de l'intérieur comme de l'extérieur. Pour les ennemis du Congo, que ce soit au niveau, au sein de notre pays, que ce soit à l'étranger. Vous comprenez? Donc j'étais en train de dire quelque chose. Nous devons, en principe, considérer les présidents de la République comme un héros. Vous savez pourquoi on doit les considérer comme un héros? Vous savez, aujourd'hui, Mouzé Kabila est consacré héros dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu pour l'intégrité territoriale de notre pays. Il a payé de sa vie parce qu'il a demandé aux Rwandais de quitter notre sol, excusez-moi, de rentrer au Rwanda. C'est pour ça, au fait, qu'il a été consacré héros. Mais ce que le président Fathi est en train de faire, c'est la version corrigée de la lutte de Mouzé Kabila. Donc, il mérite, bien entendu, qu'il soit consacré comme héros, parce que il ne suffit pas seulement que vous mourrez pour que les gens puissent, au Congo, c'est quand tu meurs, que les gens puissent reconnaître la portée de votre combat. Vous comprenez? Vous savez que Kagame, c'est quelqu'un qui a une haine viscérale contre le chef de l'État. Il est allé même loin pour rappeler qu'il n'a pas été élu en 2018. Il s'était opposé à son élection. Vous savez, les Congolais, nous qui sommes des Congolais, nous devons faire la lecture sur les interventions, les propos des étrangers, de ceux qui sont en train de nous agresser. Kagame ne voulait pas du président Félix. Vous comprenez? Parce qu'il savait que c'est un Congolais. Il savait que c'est quelqu'un qui ne va pas transiger, qui ne va pas faire des concessions
ou des compromissions pour qu'ils puissent garder le pouvoir aux dépens de la population, aux dépens du Congo. Donc il accepte de payer de sa vie pour veiller, pour recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays, pour que nos minéraux profitent aux Congolais. Et ça, Kamitatou ne peut pas l'apprécier. Et pour ça, tous ceux qui sont les proxys du Rwanda ne peuvent pas l'aimer. C'est voilà pourquoi, au lieu de se ranger du côté des Congolais, pour critiquer, dénoncer ouvertement l'implication rwandaise, et il s'affaire à critiquer les chefs de l'État, à mettre sur son dos la prise de Goma pour dire qu'il a échoué. Donc voilà, ils sont en train de déplacer les débats. Et de l'autre côté, on a également les silences qui demeurent de Joseph Kabila Kabange, son FCC, mais écoutez madame, quelqu'un qui a été le fer de lance de la situation que nous traversons aujourd'hui, quelqu'un qui a donné des béquilles au 1-23, au Rwandais, etc., peut-il apprécier une politique qui tranche avec la sienne? Je crois que non. Le président de la République a refusé de lever l'option, de mettre sur la table les options levées par Kabila. C'est naturel qu'il ne puisse pas soutenir le président de la République. Donc les Congolais n'attendent pas le soutien. Vous savez, madame, il y a... Hein, c'est ça, Francis Chibalabala. Donc les Congolais ne doivent pas attendre le soutien venant de Joseph Kabila. Non, il va pas condamner ouvertement le Rwanda. Vous savez, depuis que nous sommes agressés, il n'y a pas eu une déclaration ferme de la part du PPRD, de la part du président Kabila. Encore moins du FCC. Le FCC, quand vous voyez Ensemble pour la République, la même chose. C'est-à-dire que ce sont des proxys du Rwanda. Ils ne vont jamais critiquer ce qui se passe dans notre pays. Il y a eu, vous savez, il y a eu le carnage. Est-ce que cette situation profite? Mais écoutez, madame, aujourd'hui, grâce à la position du président de la République, les masques sont en train de tomber. Il y a ceux qu'on considérait comme étant des Congolais qui se sont dévoilés être au service. Il n'y a pas que lui. Quand vous suivez même les propos de M. Ngoma, Willy Ngoma, ça c'est pas un Congolais. C'est juste un nom qu'il a pris pour que nous puissions dire qu'il est Congolais. Lorsque il était en train de s'adresser entre guillemets aux mercenaires, il a dit à l'un d'eux que vous êtes en train de participer à l'extermination d'une catégorie de la population. Mais ça, c'est les discours empruntés du CNDP, du Rwanda. Vous comprenez? Donc, ils sont à la solde de Kagame. Et nous, qui sommes des vrais Congolais, avons compris que ces gens n'aiment pas les pays. Ils n'aimeront jamais le chef de l'État non plus. Madame, Messieurs, place à ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable.
Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son front les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise. Ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Les résultats de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Est-ce qu'on a obtenu le bien-être des peuples en faisant de la morale? On a fait beaucoup de morale, l'Union européenne a fait beaucoup de morale. On pourrait beaucoup en parler d'ailleurs, parce que c'est un peu le syndrome Jonathan Daval. Plus ça pleure et puis en réalité plus c'est coupable. Bon, parce que et en réalité, on n'a pas obtenu une amélioration du niveau éthique. Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? Voilà, vous voyez, attention, parce que la morale, telle qu'elle est exprimée par l'Union européenne, est parfois assez contestable. Alors, Francis Tchibalabala, d'un côté, il y a certains Congolais qui ont appelé même à la mise en place d'une autre équipe gouvernementale pour faire face à la guerre qui sévit dans l'Est de la RDC. On a vu même Jean-Claude Katimbe qui avait fait des propositions pour demander à ce qu'on puisse réduire le nombre de membres du gouvernement. Comment est-ce que vous trouvez cette proposition? Voilà, je crois que c'est les chefs de l'État qui avaient pris l'ordonnance nommant les membres du gouvernement. Et les chefs de l'État lui-même, certainement, a évalué certains de ses ministres. Ceux qui ont... Il avait évalué lors d'un conseil de ministres.
il est en train, c'est-à-dire c'est un processus, il continue à les évaluer et il avait même promis qu'il y aura un remaniement. Je crois que ceux qui n'ont pas donné les maires d'eux-mêmes, ils vont tomber lors du remaniement. Le moment est et bien ceux choisi? qui se sont distingués, je crois qu'il y a quand même des raisons qui soient reconduites. Et moi, je crois que je ne peux pas... Combien se sont distingués? Je ne peux pas interférer dans ce qui est du ressort du chef de l'État. Combien se sont distingués? Mais il ne me revient pas, moi, d'évaluer le ministre. Je crois que, comme je l'ai dit ici, c'est lui qui les avait nommés. En tant qu'élu, vous voyez les actions de chaque membre du gouvernement. Nous voyons ceux qui sont en train de travailler qui, par exemple? Et ceux qui sont en train timidement de travailler. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui leur donner la même note ou le même note. Et le plus important ici, c'est d'avoir un gouvernement de vertébrés, un gouvernement de gens qui vont mettre à exécution la vision du président de la République. Si ça ne vous dérange pas, quel ministre s'est quand même distingué? Bon, il y a quand même plusieurs ministres. Moi, ici, je ne suis pas... On comprend que c'est une question qui vous met mal à l'aise. Je n'ai pas le baromètre pour évaluer tous ces ministres. Alors, donc, pour moi, certains sont en train de travailler et d'autres sont un peu attentistes, sont en train un peu de... à part cadencer, vous ne pouvez pas le citer, de progresser. Bon, personnellement, je suis quand même très mal barré. Alors, nous avons vu depuis cette guerre, ce carnage enregistré dans l'Est de la République démocratique du Congo, les Congolais de l'intérieur, de l'extérieur du pays se sont tous mobilisés. Et dans le lot, on a vu des leaders religieux, leaders politiques qui se sont même prononcés pour soutenir les FARDC, les Wazalendo. Certains sont allés loin, donnant même leur sang pour sauver des vies dans l'Est du pays parce que les hôpitaux sont presque rempli, mais à la grande surprise de plus d'un, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, qui s'est prononcé le samedi, alors que les Congolais l'attendaient dire des bonnes paroles, prononcer des paroles qui pouvaient encore fortifier nos vaillants soldats qui sont dans l'Est. Alors Ambongo s'est prononcé en disant « Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes l'Église. » Ok. Alors, lorsqu'il est question, moi je crois que c'est tout naturel. Et on se rappelle qu'il était quand même au Rwanda. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Vous n'êtes pas surpris? Ce n'est pas une surprise. Je ne suis pas surpris personnellement parce que nous connaissons les tendances du cardinal. Ah, vous les connaissez? Ouais. Dites-nous. Vous savez, ils ne sont pas églises lorsqu'il est question de critiquer viscéralement la gestion du président Tshisekedi. Mais pour des questions qui concernent la population, qui concerne notre pays, là ils sont églises. Mais ils sont églises congolaises, l'église catholique, mais ce sont des Congolais. Ils doivent donner leur position par rapport à cette injustice que nous sommes en train de vivre. Vous comprenez? Donc rester silencieux, ça s'apparenterait à une certaine complicité. Ah, vous voulez dire que... Quand vous prenez tous ceux qui critiquent le chef de l'État, leur position, leur déclaration, je crois que c'est pratiquement la même chose avec cette manière d'élucider la question que nous venons d'assister auprès du cardinal, donc chez les cardinals. Donc il a tout simplement éludé la question. Alors que le pape s'est prononcé, le pape qui est loin a parlé, le pape est aussi église. C'est pour vous dire que lorsque vous voyez un Congolais critiquer le chef de l'État pendant cette période cruciale, concluez déjà que son cœur ne bat pas pour le Congo. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Le cœur du cardinal Fridolin Ambongo. Vous savez, lors de l'attentat du 11 septembre aux États-Unis d'Amérique, les républicains, les démocrates avaient parlé tous d'une seule voix, condamnant cela. Parce qu'il y a eu des milliers de morts. Ceux qui sont tombés à l'Est, à Goma, il y a aussi des catholiques. Nous serions soulagés si les cardinals ne fût-ce que avaient condamné la manière de procéder. Dien 23, du Rwanda. Mais répondre facilement que nous sommes une église. Nous ne sommes pas parti politique. Je crois que nous ne sommes pas un parti politique, alors que ce sont des Congolais. Nous comprenons déjà de quel bord il est.
Et c'est vraiment décevant dans pareille situation. Comment peut-on expliquer ce changement? Parce que le cardinal Fridolin Ambongo, voire la SENCO et les CC, étaient toujours en train de rappeler au président de la République et faire même des propositions pour la pacification de l'Est de la RDC. Du coup, non, mais écoutez, madame, qui était à la base de la séparation du président Tshisekedi et le président Kabila? C'est la SENCO. Ils voulaient que les présidents s'affranchissent. Ils voulaient que les présidents s'émancipent. Pour eux, il était pantin. Vous comprenez? Quand il y a eu rupture, mais ce sont les mêmes qui sont allés voir M. Kabila, qui aujourd'hui, ils sont bras dessus, bras dessous. Avec M. Kabila, etc. Donc comprenez, moi je prolonge pas ces propos, mais l'opinion doit retenir que tout celui qui est en train d'éluder la question de l'Est n'a pas un cœur qui bat pour le Congo. Je ne dis pas qu'il est étranger, mais n'a pas un cœur qui bat pour le Congo. Et ces genres de personnes, nous devons être vigilants vis-à-vis d'elles pour éviter que nous puissions tomber dans les pièges qu'ils sont en train de placer devant nous. Vous savez, ça fait très mal, comme je l'ai dit, c'est un pasteur. Il y a des fidèles qui sont tombés. Il aurait dû ne fût-ce que présenter des condoléances aux familles éprouvées. Il aurait dû ne fût-ce que condamner et faire une proposition pour une issue pacifique de la crise, mais éluder la question en répondant facilement que nous sommes une église, nous ne sommes pas un parti politique. Je crois que c'est une réponse aux interrogations que nous nous posions sur l'amour que la SENCO, que les cardinals a réellement pour notre pays. Alors Francis Tchibalabala, certainement que vous l'aviez lu à travers les réseaux sociaux, je ne suis pas en train de confirmer, mais on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, ça se raconte un peu dans plusieurs groupes, à travers les réseaux sociaux, que le cardinal Fridolin Ambongo serait le président d'une transition en gestation. Ah, donc c'est pour ça qu'il a refusé de prendre parti pour mais les Congolais estiment que certainement c'est il a refusé de condamner nos agresseurs. C'est ce qui justifie certainement sa position. Ah, ok. Donc, je crois qu'ils vont attendre ça jusqu'à ce que le Christ va revenir. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire jusqu'à ce que le Christ va revenir? Ça veut dire que ça n'arrivera pas. Ces plans-là n'arrivera pas. C'est un plan contre le Congo, c'est un plan contre le Congolais et ça n'arrivera pas. Ils ont la malchance d'avoir en face d'eux un compatriote qui est pris de l'amour du Congo, qui est prêt à payer de sa vie pour ces pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ça la malchance qu'ils ont et je crois qu'ils vont aller appliquer ces plans au Rwanda. Ces plans vont s'appliquer au Rwanda et non dans notre pays. Alors, ce sont des événements qui viennent un peu presque au même moment. La situation sécuritaire un peu tendue dans le Haut-Katanga, où on a même institué des couvre-feux. On va se rappeler que lorsque le président était dans l'itinérance, il avait même dit qu'il y avait des menaces sécuritaires qui pesaient également du côté du Lomami, si je ne me trompe pas. Et du coup, cette situation dans l'Est de la RDC, est-ce une pression sur Félix Antoine Tshisekedi qui s'était engagé dans cette marche en promettant même de mettre en place une commission qui devait statuer sur la constitution de la République démocratique du Congo. Et cette situation avec l'Est, est-ce une pression sur Félix Antoine Tshisekedi pour lui faire oublier sa vision ou sa démarche pour réviser? Bon, madame, je crois que le président est engagé sur plusieurs fronts. Lorsque le président avait relevé que notre constitution a été importée, que notre constitution a été rédigée par des étrangers, d'aucuns ne croyaient pas au président de la République. Monsieur Bob Kabamba, qui est parmi les rédacteurs de la Constitution, qui est aujourd'hui en train de plaider la cause des Tutsis, pensez-vous qu'il aurait fait inscrire des dispositions qui protégeraient l'intégrité de notre pays ou des dispositions qui seraient favorables à notre pays? Je réponds tout de suite non.
C'est ce qui nous pousse encore à dire... C'est une motivation de plus qu'il faut changer une motivation cette de constitution. plus. Les présidents de la République, c'est les premiers d'entre nous qui connaît mieux la situation que quiconque lorsqu'il dit que cette constitution doit être changée, c'est en connaissance des causes. Aujourd'hui, les masques sont en train de tomber. Des gens nous disaient que c'était des Congolais qui auraient Kabamba rédigé, a etc. révélé à la face du monde que la constitution a été rédigée contre le Congolais. Voilà, à travers la déclaration d'il y a 2-3 jours. Sur une chaîne Donc vous comprenez donc les présidents sont engagés sur plusieurs fronts. Il y a les fronts militaires, les fronts diplomatiques. Il y a aussi la nouvelle constitution qui sera réécrite. Je crois qu'on ne peut que poser les problèmes de la Constitution, les temps de régler d'abord la situation de l'Est, parce qu'il s'est... Alors il y a des gens qui estiment que c'est une stratégie pour faire oublier Félix Tshisekedi cette démarche, parce que certainement la nouvelle Constitution va protéger les Congolais et donner plus d'avantages. Non, vous savez, cette situation de l'Est où l'agression dont nous sommes victimes, c'est tout simplement pour pousser les présidents à négocier avec les M23. Et là, ça met le Rwanda hors cause, vous comprenez? Et le M23 viendra avec les cahiers des charges. Les cahiers des charges qui a changé à l'heure actuelle, parce qu'avant, par le Rwanda. Et qui a également changé avec l'arrivée des Nanga. Nanga qui réclame le dialogue. Non, non, écoutez, Nanga a été clair. L'objectif, c'est d'arriver à Kinshasa. Kinshasa, oui, mais ça veut dire, c'est de renverser les pouvoirs établis. Vous comprenez? Nous sommes aujourd'hui dans un cycle électoral à répétition. Il y a eu des élections. Mais il faut reconnaître également que les cahiers de charges du M23 vont également changer. Qui ont fait du président Tshisekedi président de la République. Il y a eu élection 2023 et le président de la République, à la fin de son mandat, il va procéder à la remise et prise avec un autre président qui sera élu. Et vous voulez que nous puissions retomber dans les travers du passé, où il y avait des coups d'État, où il y avait des gens qui n'avaient aucune légitimité, qui géraient ces pays. Je crois que pour ça, nous allons leur barrer la route. Nous sommes vent debout contre tous les plans des natures à faire reculer notre pays. Nous voulons avancer et nous n'avancerons qu'avec le président de la République. Alors Francis Chibalabala, avant de prendre le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine, le ministre de la Défense s'est prononcé et aujourd'hui, dans l'opinion, les Congolais affirment que la guerre a été déjà déclarée contre la République démocratique et contre le Rwanda, j'allais dire. Est-ce vrai? Vous êtes député, il y a quand même des procédures à suivre. Vous savez, pour déclarer une guerre. Vous savez, madame, le président de la République étant respectueux des textes de notre Constitution, n'a pas officiellement déclaré la guerre au Rwanda. Vous savez, le président de la République ne ferme pas la possibilité de régler de manière pacifique la situation que nous traversons dans cette partie du pays. C'est comme ça qu'il privilégie plus la voie diplomatique plutôt que la voie belliqueuse qui y a des conséquences que nous connaissons tous. Il y aura destruction des infrastructures, il y aura perte en vies humaines, etc. Le président de la République connaît bien la procédure et il revient au président de déclarer la guerre. Alors, donc le ministre de la Défense, il a juste réveillé nos FARDC, il a juste suscité en nous cet élan patriotique pour accompagner nos FARDC. Et je crois qu'on ne doit pas considérer cela comme une déclaration de guerre qui doit émaner du chef de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour déclarer la guerre, si le président veut bien sûr déclarer la guerre au Rwanda? Je crois que la procédure est connue. Hein. Il doit réunir les deux chambres, doit être réuni en congrès. Et je crois que la procédure est connue. Et le chef de l'État ne lésinerait pas pour, bien entendu, mettre sur la table cette option, parce que nous sommes en face de quelqu'un qui a déjà un plan établi et qui ne tient qu'à l'exécution de son plan. Et toutes les autres propositions ne sont pas les bienvenues chez lui. Et c'est ça, au fait, une réalité à laquelle le chef de l'État est attaché, et il n'hésitera pas de déclarer la guerre s'il est faut contre le Rwanda, pour une fois pour toutes
que nous puissions régler définitivement la situation. Le Rwanda aujourd'hui est dans une position de force parce qu'il est en train de combattre sur notre sol. Donc les destructions, les pertes en vies humaines sont observées dans notre pays. Et la guerre qui sera déclarée dans les jours qui viennent, je crois que ça c'est les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État, va faire en ce qu'il y ait des dégâts de part et d'autre. Et je crois que ça va faire entendre Kagame raison. Il reviendra sur la table des négociations pour qu'une fois pour toutes, cette affaire soit réglée. Madame, Messieurs, place à présent à ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. C'est dans ses habitudes, homme de terrain, Francis Tchibalabala, élu de la Tchango, a bien voulu se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de l'avenue Matankumu, lieu où il a commencé la politique. Nous sommes venus inspecter les travaux, vivre par nous-mêmes de l'évolution des travaux. Comme vous le savez, moi je suis député national. Je me suis fait accompagner de l'élu provincial de Massina. Ensemble avec lui, depuis notre première législature, nous nous étions battus pour la construction de cette route. Chemin faisant, certaines explications lui ont été fournies par des exécutants. Il y a plusieurs poteaux à enlever, il y a des câbles, il y a des tuyauteries de la régie des eaux. Raison pour laquelle ils avaient proposé qu'on change. Ils ont passé sur cette route. La route ici, c'est la route dont je vous parlais, qui va passer vers l'IDPS. On va jusqu'au niveau de l'avenue Abattoir. Comme ça, on sort vers le boulevard Lumumba. Rien que pour ce début de travaux, certains notables de Massina ont eu des mots justes pour remercier leur fils, l'honorable Francis Tchibalabala. Nous avons marché, nous sommes partis rencontrer les autorités par votre facilitation. Si vous n'étiez pas là, en tout cas, nos lettres ne seraient pas accueillies. Parce que vous étiez soucieux de gérer, de bien veiller sur votre juridiction. Sans fil sera aussi un quartier assaini, urbanisé. Et c'est le souhait de tout le monde. Notons que ces travaux qui ont commencé le 10 janvier dernier ont comme durée de 6 mois d'exécution. 6 jours ont suffi pour que la commission mise en place par le secrétaire général AI de l'UDPS réfléchisse sur la constitution de la République démocratique du Congo. Ces travaux conduits par des experts en la matière ont accouché des recommandations. C'est le secrétaire général AI du parti au pouvoir, Deo Bizibou, qui a réceptionné ce document dont la primeur est réservée au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, haute autorité de référence du parti présidentiel. Au nom de la coordination et de tous les participants, j'ai l'honneur et la fierté de vous remettre le rapport des travaux que nous avons réalisés. Comme vous pouvez le voir, le rapport est scellé pour dire qu'il est transmis à l'autorité suprême et qu'en dehors de cette autorité, personne d'autre n'aura connaissance du contenu du rapport. Voilà les rapports. Dans son allocution de clôture, le secrétaire général AI du parti au pouvoir a annoncé le début des consultations pour soutenir notamment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les FRDC qui sont au front dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je voudrais annoncer au niveau de la tribune ici que dès ce lundi, j'entame au nom de l'UDPS des réunions de concertation, d'abord au niveau interne, pour que nous commencions les actions de manifestation du soutien au chef de l'État
commandant suprême des FARDC et les FARDC qui se battent sur le terrain. Et Wazalendo a envie d'obtenir la libération définitive pour que Kagame ne reprenne plus jamais ses aventures au Congo. Notons par ailleurs que les 6 jours de réflexion sur la constitution de la RDC ont atterri dans une ambiance bon enfant sous une note de satisfaction des participants. C'est un pari gagné pour le secrétaire général AI de l'UDPS, Deo Bizibou, l'homme qui, selon plusieurs, incarne le leadership du sphinx de Limete, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, Francis Chibalabala, s'il vous est donc demandé de conseiller le président de la République, parce qu'aujourd'hui, des voix s'élèvent à l'unanimité, plusieurs Congolais veulent juste la paix dans l'Est de la RDC. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au président de la République? Premièrement, de continuer sur cette lancée par rapport à l'équipement, par rapport à la formation de nos militaires, l'équipement de notre armée, etc., par rapport à sa détermination à venir à bout de cette nébuleuse. Deuxièmement, je demanderai au chef de l'État d'extirper tous les infiltrés qui sont dans notre armée, notamment ceux qui occupent des postes de commandement, parce que c'est eux, en réalité, qui sont en train de désorienter, de démobiliser nos forces armées, qui sont prêts à se battre contre cette agression injuste. Et troisièmement, je demanderai au chef de l'État, là l'option a déjà été élevée, de réduire les trains de vie des institutions et de leurs animateurs, de nous qui sommes députés, de ministres, etc., pour injecter cet argent. C'est déjà fait chez vous en tant qu'élu? Ça a été fait déjà, hein, parce que les gens ne savent pas les montants qu'on a toujours cités dans les réseaux sociaux, dans les médias, c'est pas ce que nous touchons. Alors, donc nous on a trouvé, déjà on avait réduit les trains de vie de l'Assemblée nationale. Ah, ces jours c'est combien? Donc c'était déjà réduit, et s'il faut encore le faire pour l'intérêt de nos Congolais, je crois que personne ne s'opposera à cela, parce que nous sommes tous unanimes que cette situation doit être réglée définitivement. Mais du temps de Mbosso, on a vu, il y avait quand même une solidarité, une caisse de solidarité. Et chaque élu avait, je pense, donné 500 oui, Est-ce qu'il y a aussi une démarche en cours? Il y a eu un soutien comme ça. Nous, élus, nous avions contribué à hauteur de $500 pour la situation que connaissent nos compatriotes de l'Est, pour leur venir quand même en aide. Et je crois que ces genres d'actions patriotiques doivent quand même continuer, du moment que la situation n'est pas réglée définitivement. Donc, quatrièmement, je demanderai au chef de l'État d'être sévère vis-à-vis de traîtres de la nation. Vous savez, sous d'autres cieux, en Russie ou ailleurs, lorsque vous trahissez votre pays, vous allez écoper d'une peine de mort. Même dans la Bible, on a vu quelqu'un qui avait trahi le peuple. Et le président doit être définitif vis-à-vis de ses compatriotes. Il y a des gens que notre pays a tout donné. Ils ont des maisons aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils se réclament être congolais, parce qu'ils occupent des postes. Mais il est paradoxal que ces mêmes personnes qui ont bénéficié de tout du Congo puissent trahir ces pays. Ça, c'est incompréhensible. Et je crois que le président doit être vraiment sévère. Que ce soit ceux qui pillent les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, je crois qu'il faut des mesures draconiennes pour arrêter cette hémorragie, parce que ces gens qui sont en train de trahir notre pays, ils sont aussi en train d'influencer certains compatriotes à ne pas accompagner nos FARDC, voilà pourquoi à condamner la gestion du président alors qu'il n'en est pas question. Donc je crois que de ce côté-là, il faut vraiment un œil regardant, un œil répressif par rapport à ces comportements des traîtres, ces comportements qui est en train, bien entendu, de faire les jeux de l'ennemi. Aujourd'hui, si le Rwanda est fort, c'est parce qu'il y a des tops au sein de notre armée qui sont en train de donner nos positions, qui sont en train de donner des renseignements qui sont erronés à notre armée et même aux décideurs. Je crois que cette situation doit s'arrêter et je demanderai, ça il s'agissait du président, si vous me le permettez, je demanderai à tous les Congolais
Oui, vous aurez une minute pour vous adresser à tous les Congolais, mais là, on va quand même se rappeler que les élus sont en vacances parlementaires. Généralement, on accuse les députés de ne pas mettre ces vacances au profit de la communauté, de leur base, bien sûr. Ils sont tout le temps partis, mais on vous a vu sur terrain, Francis Chibalabala, aller à la rencontre de votre peuple. Pourquoi vous n'avez pas fait comme les autres? Voilà, vous savez, moi j'ai toujours dit, il y a des gens qui viennent en politique pour s'enrichir, il y en a qui viennent en politique pour servir et non se servir. Et nous avons cette motivation-là, tout dépend de motivation. C'est comme ça que j'ai toujours été attaché à mes électeurs. J'ai gardé cette proximité depuis mon premier mandat jusqu'à celui-ci. Vous savez, ça n'a pas été facile de se faire élire lors des élections passées. Mais moi, j'ai été réélu au niveau provincial et élu au législatif national. Cela prouve à suffisance que ma politique est acceptée par mes électeurs et acceptée par la population. Comme j'ai toujours dit, pourquoi changer les règles du jeu? Pourquoi changer l'équipe qui gagne? Donc, les mêmes stratégies qui m'ont permis d'être élu et d'être élu au niveau national seront toujours d'actualité. Je suis au chevet de mes électeurs, au chevet de ma population, je partage leurs peines, on vous a vu sur la route je partage leurs difficultés. Voilà. Oui, on vous a vu également faire mener les plaidoyers auprès de la SNEL pour votre base. Effectivement, la route Matankoumou, nous avons fait les plaidoyers pour construire cette route depuis mon premier mandat. J'ai même fait inscrire cette route dans les budgets de la ville à 3 reprises. Et avec mon premier suppléant au niveau provincial, on a pu obtenir la construction de cette route. Je crois que c'est pour le bonheur de notre peuple. Et je suis satisfait parce que les efforts consentis ont porté leurs fruits. Mais vous avez même mobilisé en faveur de la Constitution. Hein? Effectivement, pour les changements de la Constitution, nous sommes sur terrain. Je devais organiser une marche de soutien au FARDC et une marche condamnant l'agression rwandaise. Malheureusement, on a interdit provisoirement les activités politiques, notamment de marche dans notre capitale. Et je crois qu'une fois la mesure sera levée, nous allons organiser une grande marche à Tchangou pour que la population de Tchangou, à travers leurs élus, puisse s'exprimer par rapport à cette guerre injustement imposée. Je crois que vous allez suivre ça en tant que journaliste, vous aurez des éléments, vous allez suivre. Au-delà de ça, nous allons continuer à effectuer des descentes dans notre circonscription électorale. Déjà, la semaine qui commence, c'est toujours d'actualité ou vous avez perdu les... Bon, si je n'étais plus, c'est un sobriquet bien entendu, si je ne l'étais plus, je ne serais pas réélu, je ne serais pas non plus élu au niveau national. Et je crois que ce qui avait poussé la population à me coller ces sobriquets, nous sommes toujours sur cette lancée-là, en train de travailler pour cette population. Je crois que je les suis toujours et je les serai ad vitam aeternam parce que nous avons la mission de travailler pour notre peuple. Merci Francis Chibalabala. Alors vous avez une minute pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre en ce début du deuxième mois de l'année 2025 sur le plateau de Info 7. Voilà, merci pour cette opportunité. Je demanderai à notre peuple, d'abord à mes électeurs, à la population de la Tchangou. Souvenez-vous de l'entrée des rebelles. À l'époque, ça nous a mis en difficulté et nous étions obligés, nous, de nous faire justice. Nous avons agressé ces gens. Certains ont été brûlés vifs, certains ont été rendus à nos forces armées. Nous n'avons plus besoin de revivre ces spectacle macabre, cette situation que nous avons traversée à l'époque, parce que nous en avons fait les frais. Voilà pourquoi nous devons être vent debout contre cette agression. Je parle de la population quinoise, de la population de la Tchangou. Je parle de tous les Congolais. Nous devons être rangés derrière le président de la République. Nous devons accompagner nos FARDC. Nous devons soutenir nos FARDC selon les possibilités que nous avons, les soutenir pour qu'ils puissent défendre la cause commune qui est veiller à l'intégrité de nos territoires, qui est reconquérir les villes, les villages, les territoires qui sont occupés par les Rwandais, par les truchements du M23. Nous devons accompagner les chefs d'État, les soutenir. Nous ne devons pas prêter les flancs à l'ennemi, notamment à ceux qui sont en train de distiller un discours rejetant la faute
de la prise de gomme au chef de l'État, alors qu'ils en connaissent les motivations, ils savent qui sont derrière le M23. Non seulement il y a le Rwanda, mais il y a aussi une frange de la communauté internationale qui organise une contrebande dans la partie est du pays, à travers la même base qui est faite sur nos ressources. Et je crois que les raisons sont connues. Nous devons être vent debout contre ça. Et je crois que avec les seigneurs, nous allons gagner cette bataille. C'est une bataille qui est perdue, ce n'est pas une guerre. Nous allons reconquérir le ville, les territoires qui sont occupés par le M23. Et nous allons assurer l'intégrité de notre territoire. Et ça sera pour notre bonheur. Et je crois que la paix va revenir définitivement. Ça sera une paix durable pour nos compatriotes de l'Est. Merci bien, Madame, Messieurs. Je rappelle que notre invité de ce jour est doublement élu au niveau provincial et national, député national de la Tchangou, Francis Chibalabala, membre également de l'Union sacrée de la Nation au cadre du parti présidentiel. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi pour remercier pour l'invitation. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement dans Info 7. Alors, Madame, Messieurs, n'oubliez pas que c'est déjà pour ce lundi à l'esplanade du Palais du Peuple, cette journée de prière. Les églises de la capitale de la RDC, toutes tendances confondues, musulmans, fidèles, tout le monde attendu à l'esplanade du Palais du Peuple pour cette journée de prière, pour soutenir les FARDC et implorer également la miséricorde de Dieu et surtout le soutien afin que nos héros qui sont dans l'Est, les vaillants soldats FARDC et Ouazalendo puissent remporter bien sûr cette guerre qui nous est injustement imposée par notre voisin, le Rwanda. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas, gardez toujours à l'esprit que la RDC dans sa partie Est est agressée par le Rwanda. Restez fidèles sur Congo Web Télévision. Alors c'est l'heure, je ne cesserai de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7 votre émission. Info 7 notre émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Au revoir.